Bonjour Maud Beckers. Bonjour. Vous êtes avocate spécialiste en droit du travail chez BCL Avocate. Vous accompagnez notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. C'est donc le sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais aborder certains chiffres saillants. Tout d'abord, l'enquête Cadre de vie et sécurité qui indique que 6% des agressions sexuelles se passent sur les lieux de travail, mais aussi le rapport du défenseur des droits qui dit que 20% des femmes dans leur parcours professionnel sont victimes de harcèlement sexuel au travail. C'est considérable. Ça montre que les espaces, les lieux de travail ne sont pas des lieux sûrs pour les femmes. Et on sait que dans la majorité des cas, les femmes préfèrent se taire. Alors déjà, pour rebondir sur les chiffres, les chiffres du défenseur des droits, c'est en effet la dernière enquête qu'on peut dire sérieuse, que c'est le défenseur des droits qui les a établis, mais date de 2014. Donc avant la période MeToo et avant que les femmes justement osent vraiment s'exprimer. Et je pense à titre personnel, et parce qu'il y a eu d'autres instituts de sondage qui ont sorti des chiffres, mais qui sont en effet moins sûrs que ceux du défenseur des droits, mais on serait sur des chiffres encore plus importants, plus importants que 1 sur 5, certains instituts parlent de 1 sur 3. Alors pourquoi ont-elles du mal à parler ? Eh bien parce que tout simplement, il y a un autre chiffre qui ressort de l'étude des défenseurs des droits, qui est que dans 40% des cas, lorsqu'elles parlent, ça se passe à leur détriment. C'est-à-dire que soit il y a des représailles professionnelles, dans un certain nombre de mes dossiers, des femmes qui travaillaient très bien, soudainement, après avoir dénoncé les faits, se sont retrouvées accusées d'insuffisance professionnelle ou même de fautes graves, d'insubordination. Donc il y a ou des représailles très claires de l'employeur, ou leur état de santé devient tellement dégradé qu'elles finissent par devenir inaptes au travail et sont déclarées inaptes au travail. Et puis il y a celles aussi qui sont mutées sur d'autres services. Donc c'est une espèce de sanction déguisée au fait qu'elles ont dénoncé les faits et quelquefois plusieurs trentaines, cinquantaines de kilomètres du lieu de travail initial, qui est souvent donc éloigné de leur lieu de domicile. Et donc, quand on sait que dans 40% des cas, on risque d'avoir des représailles, eh bien, on préfère en effet se taire. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que quand on parle, on a tendance à penser, les interlocuteurs, ceux qui sont accueillants des dénonciations, ont le réflexe de se dire que c'est une parole contre celle d'une autre parole et que donc la preuve n'est pas possible. Et c'est ce qu'elles pensent elles également. C'est-à-dire que si elles n'ont pas des preuves formelles, des enregistrements, des témoins directs, personne ne les croira et elles ont peur d'être confrontées au fait d'être accusées d'être des menteuses. Et le troisième levier qui les empêche de parler, c'est que il y a cette espèce de dicton qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et que si elles ont été victimes, c'est qu'elles l'ont peut-être cherché. Et ça a des conséquences non seulement dans leur vie vis-à-vis des collègues, mais il ne faut pas oublier la vie familiale aussi à côté. C'est-à-dire que quand on rentre chez soi, qu'on a un conjoint, des enfants et qu'on dit qu'on est victime de harcèlement sexuel, eh bien il y a aussi un doute qui va pouvoir s'installer dans la tête quelquefois du conjoint. Et donc, ce sont des femmes qui se retrouvent à devoir se justifier vis-à-vis des collègues, vis-à-vis de leur employeur, vis-à-vis de leur vie dans le cercle familial, et tout ça avec une perte d'emploi à la clé. Donc oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se taisent. Et oui, sinon c'est cher payé. C'est cher payé souvent. Que dit la loi, du coup, par rapport aux violences sexistes et sexuelles ? Est-ce qu'elle protège suffisamment et est-ce que les cadres de prévention prévus sont vraiment appliqués par les employeurs ? Alors la loi protège. La loi protège, les infractions de nature sexiste et sexuelle sont prévues et dans le code du travail et dans le code pénal, ce qui fait que et l'employeur doit faire en sorte que ça n'arrive pas, parce que le code du travail lui impose que ça n'arrive pas sur le lieu de travail, donc il doit avoir ce système de prévention. Et c'est interdit dans le code pénal, donc la personne qui se rend responsable doit répondre aussi personnellement devant la société, risquer des poursuites par un procureur de la République et se faire juger devant un tribunal correctionnel. Donc la loi le prévoit. Maintenant, est-ce que ça fonctionne ? Eh bien non, ça dysfonctionne. Ça dysfonctionne beaucoup. Il n'y a que 18% des entreprises qui sont dotées d'un système de prévention dit efficace.
Même les grosses structures, telles que moi j'ai énormément de dossiers par exemple contre la RATP ou la Poste, où on est censé être équipé au niveau du management, des équipes RH, etc., pour pouvoir protéger les salariés, eh bien, où les dispositifs sont dysfonctionnants, où ils ne sont pas appliqués. Donc, au niveau du droit du travail, il y a une véritable carence de la part des employeurs pour protéger efficacement les victimes. Et ensuite, du côté correctionnel, c'est-à-dire est-ce qu'en droit pénal, est-ce que devant les juridictions pénales, elles sont plus protégées ? Ben, non plus. Parce que les taux de classement sans suite des procureurs de la République sur ces dossiers sont affligeants. Donc avant MeToo, il y avait un taux de classement sans suite de l'ordre de 94%. C'est-à-dire que sur 100 femmes qui allaient au commissariat pour déposer plainte pour du harcèlement sexuel au travail, il y en avait 94 qui n'arrivaient jamais devant un juge. Ça ne veut pas dire qu'elles perdaient à 94%. À la limite qu'on perde devant un tribunal parce qu'on n'a pas les preuves suffisantes, c'est acceptable. Même si souvent c'est discutable. Mais ça peut être acceptable après un débat contradictoire. Mais 94% des femmes avant MeToo n'avaient même pas accès au juge parce que le procureur, après l'enquête, clôturait le dossier. Maintenant, on pourrait penser qu'après MeToo, il y ait une révolution et que ce soit beaucoup mieux. Bon, bah, c'est un peu mieux, mais on reste avec 80% de classement sans suite. Donc, il y a les textes. Les textes existent, aussi bien dans le Code du travail que dans le Code pénal. Ils sont plutôt bien faits. Il y a eu beaucoup de batailles féministes pour faire évoluer ces textes. Là, on arrive à une période où ils sont plutôt bien faits. Mais que ce soit au niveau des entreprises avec cette problématique de prévention pas efficace ou au niveau des poursuites judiciaires avec ce classement sans suite, ça reste très insatisfaisant. Est-ce que les sanctions sont suffisantes pour inciter les employeurs à prendre à bras-le-corps ces situations ? C'est peut-être là que la loi, justement, doit être encore modifiée. C'est-à-dire que quand un employeur manque à ses obligations et qu'il y a une rupture du contrat de travail de la salariée consécutivement au harcèlement sexuel dont elle a été victime, certes, les barèmes Macron ne s'appliquent pas parce qu'on est sur une nullité. Mais pour autant, la sanction est beaucoup trop faible. C'est 6 mois de dommages et intérêts. Certes, c'est un minimum, les juges pourraient aller au-dessus. Mais quand on fixe un minimum à 6 mois, les juges, on sait comment est composé le conseil de prud'homme. C'est paritaire, il y a des employeurs, il y a des salariés. Donc déjà, quand on arrive à une condamnation, souvent les négociations sont rudes. Derrière, dans les petites chambres derrière où il y a le délibéré, c'est rare d'avoir plus de 6 mois. Or, 6 mois de salaire, quand on pense à des entreprises comme moi, j'ai pu attaquer des gros groupes de sociétés de ménage, par exemple, qui ont des salariés qui sont à temps partiel ou quand elles sont à temps plein, qui sont au SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire 6 mois de salaire ? Est-ce que c'est une condamnation suffisante pour avoir envie ensuite de mettre en place une politique de prévention qui, elle, va coûter plus cher que les condamnations prud'homales ? Donc, les lois sont bien faites, vous m'interrogiez sur les lois tout à l'heure, mais vous avez tout à fait raison, s'il y a quelque chose qu'il faut modifier, c'est sans doute le niveau de sanction des employeurs pour les inciter à mieux prévenir. S'ils sont plus sanctionnés quand ils sont en faute, ils seront plus incités à prévenir. Vous donniez l'exemple de femmes de ménage que vous avez défendu. Est-ce qu'il y a des femmes, des profils de femmes qui sont plus exposées aux violences sexistes et sexuelles en entreprise ? Alors, c'est une question très intéressante et qui, au fur et à mesure des années, m'a amenée à dire que finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'elles ont tout en commun le fait d'être fragilisées sur leur lieu de travail, mais pour des raisons différentes. On va pouvoir avoir des femmes très précaires, évidemment, qui vont être les premières cibles de la difficulté de parler parce qu'elles ne peuvent pas perdre leur travail, parce qu'elles sont dans une nécessité de conserver l'outil qui leur donne leur autonomie sociale, leur salaire. Souvent, ce sont des femmes isolées, issues de l'immigration, avec des problématiques de renouvellement de papier qui sont liées au travail et des niveaux de revenus très faibles. Donc elles bataillent en permanence pour pouvoir conserver un niveau de vie sécurisant, je ne sais même pas si on peut dire ça vu les niveaux de salaire en France, mais en tout cas de survivre. Donc pour elles, dénoncer le harcèlement sexuel, c'est très difficile, donc elles sont souvent victimes de harcèlement sexuel. Mais il y a aussi une autre fragilité qui n'est pas sociale, qui peut être celle de la femme qui arrive à un moment donné dans sa carrière
où elle a consacré énormément d'énergie pour en arriver où elle en est, qui ne veut pas tout perdre, parce que ça fait 30 ans qu'elle évolue professionnellement. Elle arrive à un niveau de salaire convenable, même des fois très convenable, un très bon poste. Et arrive le harcèlement sexuel, et là, elle se dit, c'est pas possible que toute cette énergie-là, je la foute en l'air pour après me retrouver à 50 ans sur le marché du travail, recommencer à zéro, parce que j'ai pas forcément les diplômes qui vont avec, mais c'est la construction dans l'entreprise qui m'a amenée à ce niveau-là. Et donc, je peux me retrouver avec des femmes qui deviennent DRH ou DAF, mais qui sont rentrées il y a longtemps à des fonctions moins considérées, on va dire, même si elles sont tout à fait respectables, mais moins considérées. Et elles vont pas vouloir parler parce qu'elles vont pas vouloir perdre ça. Mmh. Et puis il y a aussi des femmes qui sont d'un niveau social très élevé, très reconnu dans leur milieu, mais qui sont dans un milieu, si on parle, on se grille. Les comédiennes, les mannequins, les personnes qui travaillent dans l'édition. Est-ce qu'il y a un profil des agresseurs? Alors, dans la majorité des cas, ce sont des hommes déjà. Dans la grande majorité des cas, 96%. Donc ce sont des hommes. Est-ce qu'il y a un profil maintenant? Eh bien, malheureusement, non. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, enfin, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement, en tout cas, on pourrait penser qu'on puisse être à l'abri si on n'est pas en présence d'un homme qui a l'air pervers ou fou ou psychopathe. Et en fait, non, c'est autre chose qui se joue, c'est la domination patriarcale. Et il n'y a pas besoin d'être un psychopathe pour savoir que si on humilie sur le terrain sexuel, on muselle en fait, parce que c'est une humiliation telle que la personne ne va pas réussir à se défendre. Et on n'a pas besoin d'être un pervers sexuel pour en arriver là. Donc en fait, les profils d'agresseurs, ils sont vraiment très divers. Après, tout dépend du type de harcèlement. Si c'est du harcèlement sexuel environnemental, des fois, il y a des codes qui ne sont pas forcément maîtrisés. Certaines personnes pensent que c'est de l'humour, alors que ça n'en est pas. Mais sinon, c'est relativement... Je peux avoir des chefs d'entreprise costard cravate, très propres sur eux, mariés, avec des enfants, très respectables à la barre. Comme je peux avoir des hommes moins éduqués, ça ne change rien. C'est les mêmes schémas. Même schéma. Et quelles sont les difficultés que rencontrent les femmes dans leur parcours judiciaire pour obtenir une reconnaissance? Alors, il y a le parcours judiciaire au prud'homme, et puis il y a le parcours judiciaire au pénal. Donc on va commencer par le prud'homme. C'est le plus facile d'accès, on va dire, parce qu'elles sont à la gouvernance de leur procédure. C'est-à-dire qu'elles ne dépendent de personne pour aller saisir le conseil de prud'homme. C'est leur droit. Donc elles vont le faire souvent grâce à un syndicat qui va les accompagner. La CGT est vigilante. Grâce à des associations et souvent grâce à un avocat. Et c'est elles qui vont donc être à la conduite de cette procédure-là. Par contre, le gros problème, c'est que la justice, comme beaucoup de services publics, est maltraitée, de plus en plus. On a un gouvernement, les gouvernements successifs ont été très maltraitants vis-à-vis des services publics, et là, je pense qu'on est particulièrement dans un excès. La justice dysfonctionne, et les délais de justice sont extrêmement longs. Donc, une femme victime de violences sexistes et sexuelles sur son lieu de travail, quand elle vient me voir au cabinet et qu'elle me dit on en a pour combien de temps, je suis obligée de lui dire on peut en avoir pour 5 ans. Entre la procédure prud'homale et la procédure de la cour d'appel, en région parisienne, ce sont les délais. Après, il m'arrive de plaider ailleurs. Par exemple, je suis allée plaider à Brest, les délais ont été beaucoup plus courts. Mais un certain nombre de juridictions sont saturées et les délais sont très très longs. Donc c'est le premier frein. Elles vont avoir du mal à tenir sur la longueur et ça va être, c'est une souffrance. Deuxième difficulté devant ces juridictions sociales saturées, c'est que le stock de dossiers est tellement important à gérer pour peu de greffiers et peu de magistrats. Les audiences ne ressemblent plus à rien. Honnêtement, c'est une vraie catastrophe. L'oralité qui était si importante et qui est défendue par les syndicats, par les avocats militants, l'oralité devant les juridictions, c'est le moment où se reconstruisent les salariés. Elle n'existe quasiment plus. Au prud'homme, en région parisienne, maintenant, on nous sort quelquefois le téléphone portable sur le bureau
des magistrats, quand on plaide, on sait qu'ils enclenchent, si on en a pour 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, si on a de la chance. Pour des dossiers de discrimination et de violence sexuelle, vous imaginez la nouvelle violence judiciaire que ça représente. Bon. À la cour d'appel, c'est pire, la procédure a changé. C'est une procédure écrite désormais. Une procédure écrite qui fait que les magistrats nous incitent à déposer les dossiers. Et de plus en plus d'avocats acceptent de déposer leurs dossiers. Et quand on veut plaider un dossier, on nous impose aussi 10 minutes. Donc voilà le parcours judiciaire qui n'est pas du tout restauratif pour les victimes. Et au tribunal correctionnel, eh bien, la difficulté que je vous indiquais, c'est que dans 80% des cas, les dossiers sont classés sans suite. Donc finalement, on a très peu de dossiers au correctionnel. Moi, je me retrouve en correctionnel. Bon là, il se trouve que la semaine dernière, j'y étais, mardi, j'en avais 2 en même temps. Pas de chance, des fois sur une année, il ne se passe rien. Là, j'en avais 2 en même temps. Au correctionnel, on a plus de temps de s'exprimer. Par exemple, mon dossier de mardi a duré de 13h à 23h. Bon, on a eu le temps d'évoquer les dossiers. Mais le frein au pénal, c'est que c'est pas beaucoup poursuivi. Eh oui. Il y a peu de femmes qui arrivent jusque-là. Ouais, peu de femmes arrivent jusque-là. Et les personnels de police et de justice, est-ce qu'ils sont suffisamment formés pour aborder ces dossiers? Ça dépend des lieux. J'ai un gros dossier actuellement contre une entreprise mondiale du jeu vidéo qui s'appelle Ubisoft, où j'étais à l'origine de la plainte avec le syndicat solidaire informatique qui s'en occupe et de plusieurs victimes. Le dossier a été confié à la police judiciaire. Le travail a été extrêmement bien fait. Extrêmement bien fait. Ça a conduit à la garde à vue du numéro 2 de l'entreprise, du directeur créatif. Les policiers ont pris très à cœur ce dossier. Ils étaient 10 sur le dossier. Mais combien d'autres dossiers sont traités par des petits commissariats de quartier débordés, avec des moyens insuffisants, avec des policiers pas du tout formés, avec des policiers qui ont un ministre de l'Intérieur qui n'en fait pas forcément une priorité. Ils ont peut-être des préjugés aussi? Des préjugés, pas des priorités des parquets non plus. Et puis, en effet, malheureusement, après, je ne jette pas le discrédit sur toute la police, mais un profil de policier pour qui c'est pas du tout la priorité de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. La priorité elle est donnée sur les sans-papiers, sur les gens précaires, sur les militants qui vont faire des manifs, les gilets jaunes. Voilà, c'est pas les mêmes priorités, quoi. Selon vous, de par votre expérience, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que la prise en charge de ces dossiers soit meilleure, que la justice soit plus dissuasive et puis plus réparatrice? Alors, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, mais je finis par me dire, au bout de 23 ans de pratique et de militantisme au syndicat des avocats de France, où on a fait énormément d'actions pour faire condamner les juridictions pour déni de justice, du fait des délais trop importants notamment. On a fait condamner sur plus de 300 dossiers avec une action collective, l'État français, pour les délais trop importants. Il y a eu 300 condamnations. Après, on est allé avec notre dossier, c'était à l'époque Taubira, pour aller négocier avec elle et lui dire il n'y a pas de budget suffisant. Bon, en fait, ces combats collectifs-là n'ont pas vraiment fonctionné, mais la première chose à faire, c'est un budget suffisant sur la justice pour que ça puisse fonctionner. C'est la première chose. Voilà. Ensuite, quelque chose sur lequel c'est beaucoup plus difficile d'agir, c'est que les policiers, les magistrats, les conseillers prud'hommes sont des personnes qui vivent dans la société qui est celle que nous connaissons toutes et tous. C'est-à-dire une société encore marquée par les dominations, les discriminations, encore marquée par le patriarcat. Et donc les réflexes qu'ils vont avoir ne vont pas forcément être des réflexes d'hommes de loi ou de policiers qui vont voir le dossier à travers de ce qui est interdit, mais à travers de ce que eux imaginent être interdit. Qu'est-ce que c'est du harcèlement sexuel par rapport à l'humour? Qu'est-ce que c'est de la drague par rapport au harcèlement sexuel? Toutes ces difficultés-là, ils ont du mal aussi quelquefois à les construire parce qu'ils vivent dans une société sexiste qui ne les a pas éduqués. Et puis il y a aussi le problème de formation. Enfin moi, je suis allée dans un commissariat une fois, et cette fois-ci
à titre personnel, puisque j'avais réagi à une agression sexiste, à une réflexion sexiste dans un TGV et je me suis pris une baffe en retour. Donc, à titre personnel, j'ai connu aussi le fait d'aller déposer plainte. Et quand j'ai dit aux policiers, je voudrais qu'il soit marqué qu'il y a une circonstance aggravante, parce que le contexte et ce qu'il m'a dit au moment où il m'a donné cette gifle en me disant si tu avais été un mec, ça aurait été pire, ou tais-toi, tu parles comme un mec, hein, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Je dis je veux que la circonstance aggravante de l'infraction sexiste soit notée. Et il m'a regardé avec un air étonné en me disant ah bon, c'est une circonstance aggravante, mais on en apprend tous les jours. Je lui dis oui, sachez que la circonstance aggravante de racisme existe aussi, donc faites attention pour la prochaine fois. Enfin, voilà, il y a un problème de formation. Il n'était pas du tout de mauvaise composition, ce policier. Hein. Il était content de l'apprendre. Les violences faites aux femmes, grande cause du quinquennat, ça vous convainc? Non, absolument pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu dans ma pratique professionnelle. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie. Merci.